Bonjour, je suis le docteur Thibaut Fraisse, je suis gériatre et infectiologue au centre hospitalier d'Alès. Dans le cadre du programme Paprika, soutenu par le Ginger et la mission Primo, je vais vous présenter les éléments du traitement d'un résident avec une infection respiratoire aiguë. Le plan sera en deux parties principalement, la prise en charge étiologique avec l'antibiothérapie et la discussion des traitements antiviraux, et ensuite une prise en charge plus axée sur la prévention avec les mesures d'hygiène, les vaccins et la prophylaxie. Nous verrons quelques éléments de prise en charge non spécifiques gériatriques entre les deux. Tout d'abord, pour commencer, quelques éléments généraux sur l'antibiothérapie des infections respiratoires. Le spectre des infections respiratoires des bactéries, c'est essentiellement le pneumocoque, l'hémophilus, les entérobactéries et parfois le staphylocoque doré en syndrome post-viral. Les antibiotiques de référence pour les infections respiratoires sont donc les bêta-lactamines, avec 2 bêta-lactamines principalement, l'amoxicilline acylclavulanique qui est disponible par voie orale, 1 gramme fois 3 pour un patient normorénal, et en cas d'allergie à la pénicilline mais pas au C3G, ou en cas de difficulté de prise orale, la possibilité d'utiliser une C3G injectable, en particulier la ceftriaxone sous-cutanée à 1 gramme par jour. Pour les rares infections à germes intracellulaires, on peut utiliser un macrolide par voie orale. Et enfin, chez les patients allergiques aux bêta-lactamines et au C3G, il y a possibilité d'utiliser le Bactrim Peros ou la lévofloxacine Peros à la dose de 500 mg par jour chez le patient normorénal. Les points particuliers que vous connaissez bien chez les patients gériatriques, qui ne sont pas propres aux antibiotiques, c'est l'adaptation des posologies des traitements à la fonction rénale et au débit de filtration glomérulaire du patient. Attention aux macrolides qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser en gériatrie, qui ont de nombreuses interactions au niveau des cytochromes. Pensez à réévaluer le patient cliniquement, on verra que c'est particulièrement important dans les infections respiratoires pour déterminer la durée de traitement. Privilégiez à chaque fois qu'on peut la voie orale avec la possibilité de regarder sur le site de l'Omédite, par exemple, les traitements convertibles par voie orale, écrasables ou en suspension. Enfin, vous verrez que pour les infections respiratoires, les durées de traitement ont été franchement raccourcies par les dernières recommandations, avec des durées qui varient entre 3 jours jusqu'à 7 jours maximum pour les patients qui évoluent le moins bien. Nous allons voir les traitements infection par infection, en commençant d'abord par l'exacerbation de BPCO qui a fait l'objet de recommandations en 2024 par la HAS. L'antibiothérapie sera indiquée si on a une majoration de la purulence des crachats chez un patient qui a une BPCO très sévère avec un VMS inférieur à 30%. Pour les autres stades de BPCO, l'antibiothérapie sera indiquée si la majoration de la purulence des crachats dure pendant au moins 48 heures. Donc il faut attendre 48 heures avant de commencer l'antibiothérapie. Les traitements sont de durée de 5 jours ou moins. C'est l'amoxicilline acylclavulanique en priorité. En cas d'allergie documentée sans au pénicilline, mais sans contre-indication aux céphalosporines, la ceftriaxone. Et en cas d'allergie documentée aux bêta-lactamines, dont les céphalosporines, le Bactrim à 800 mg 160, donc un Bactrim forte, matin et soir Peros. Pensez à réévaluer l'antibiothérapie du patient à 72 heures pour vérifier la bonne évolution. Et n'oubliez pas que les patients, même BPCO, s'ils sont hypoxiques, auront besoin d'oxygène, certes avec des objectifs de saturation qui sont moindres qu'un patient qui n'est pas BPCO en raison du risque d'hypercapnie, mais l'hypoxémie tue de façon très rapide. Et donc, il est nécessaire de mettre de l'oxygène si le patient en a besoin, avec des objectifs de saturation en général autour de 89-90% pour les patients BPCO. La deuxième infection respiratoire bactérienne qui concerne les résidents d'EHPAD, c'est les pneumonies aiguës. Elles ont fait l'objet de recommandations par la Société de maladies infectieuses en 2025, et l'antibiothérapie de référence est là encore l'amoxicilline acide clavulanique avec en alternative une C3G injectable, la ceftriaxone, soit intraveineuse, soit sous-cutanée, avec une utilisation qui est possible. En cas de suspicion de germe atypique, en particulier de légionnelle, le traitement sera un macrolide. En cas de contre-indication bêta-lactamine, c'est la lévofloxacine qui a été recommandée. La réévaluation de l'antibiothérapie est capitale à 3 jours, puisque c'est de cette réévaluation-là qu'on va déterminer la durée de traitement. Si votre patient a complètement récupéré à 3 jours, avec les critères de stabilité obtenus, c'est-à-dire les critères apyrexie,
une tension qui s'est normalisée, une fréquence cardiaque qui s'est ralentie, une fréquence respiratoire qui est normale et un patient qui a un air ambiant, à ce moment-là, on peut arrêter l'antibiothérapie à 3 jours. Si l'ensemble des critères n'est pas obtenu, on peut aller à 5 jours. Et si le patient a une évolution défavorable, on peut aller jusqu'à 7 jours au maximum. Mais on ne doit jamais dépasser les 7 jours. Les pneumonies d'inhalation ont fait l'objet aussi de recommandations par la Société de maladies infectieuses et la Société de gériatrie en 2025. Un des premiers éléments de ces recommandations, c'est que un tableau respiratoire aigu juste après une fausse route ne répond pas à la définition d'une pneumonie d'inhalation, mais plus probablement une pneumopathie chimique liée à la lésion par l'acidité de l'estomac, par exemple, du tractus respiratoire. Il est recommandé de ne pas débuter d'antibiotiques dès qu'un patient fait une fausse route, mais de surveiller le patient et en cas d'apparition secondaire après un intervalle libre qui peut être de 24-48 heures, commencer l'antibiothérapie pour cette pneumopathie d'inhalation. Ça correspond en fait au délai, cet intervalle libre, de prolifération des bactéries à partir de l'inoculum qui est arrivé dans le poumon. Les antibiotiques sont à peu près superposables aux pneumopathies simples, avec l'amoxicilline acylclavulanique orale en première intention, et en second choix, en cas d'allergie ou de difficulté à la prise orale, la ceftriaxone par voie sous-cutanée. La particularité des recommandations, c'est qu'il n'y a plus d'indication à associer le métronidazole à la ceftriaxone. En fait, la part des anaérobies est assez faible dans les dernières études de microbiologie des pneumopathies d'inhalation. Et donc, l'intérêt de l'association non anti-anaérobie comme le métronidazole à la ceftriaxone n'est plus reconnu au vu de ces données microbiologiques. Réévaluer votre patient à 72 heures, ça va aussi déterminer la durée de traitement qui va être de 5 jours si le patient évolue bien, à 7 jours maximum si tous les critères ne sont pas obtenus à 72 heures. Ensuite, nous allons voir, les traitements étiologiques des infections virales. Vous savez qu'on a à disposition des antiviraux pour certains de nos virus respiratoires. Le premier, c'est la grippe et l'oseltamivir que vous connaissez, qui est disponible depuis longtemps. Le traitement classiquement est à débuter le plus tôt possible, dans les 48 premières heures du début des symptômes, à la posologie d'un comprimé de 75 milligrammes 2 fois par jour pendant 5 jours. Ce traitement-là doit débuter tôt parce qu'en fait, il a un effet surtout sur la réduction de la durée des symptômes et que la grippe durant entre 5 et 7 jours, si on attend trop, le bénéfice sera faible pour le patient. Le service médical rendu est faible et la HAS l'a retiré de ses recommandations. Il peut cependant être discuté au cas par cas pour les patients qui ont des formes de grippe jugées sévères ou compliquées d'emblée, ou pour certains patients qui auraient des facteurs de gravité. En gros, pas mal de patients de nos centres. Et je vous invite, si vous avez un doute, à discuter avec le gérontopole, la hotline gériatrique, ou le référent en infectieux de l'équipe mobile d'antibiothérapie de votre secteur pour discuter de la mise en place de ces traitements. L'oseltamivir doit être adapté à la fonction rénale et a quelques effets indésirables, en particulier digestifs et potentiels troubles neuropsychiatriques. La deuxième maladie virale pour laquelle on a un traitement antiviral à disposition, c'est le Covid, avec des recommandations qui datent de 2023, avec l'utilisation donc du nirmatrelvir ritonavir, qui est proposé pour les patients symptomatiques depuis moins de 5 jours, non oxygen-requérants et à risque de forme grave. Le traitement comprend 2 molécules avec des comprimés donc séparés. Le nirmatrelvir, il y a 2 comprimés et le ritonavir, il y a un comprimé qui sont dans un blister qu'on va donner matin et soir aux patients. Ce traitement-là a de nombreuses contre-indications, en particulier l'insuffisance rénale sévère, l'insuffisance hépatique et de très nombreuses interactions médicamenteuses, en particulier l'amiodarone qui est une contre-indication, les statines ou l'alfusosine. Et je vous invite à regarder les sites de la Société française de pharmacologie ou le site anglais de l'Université de Liverpool pour vérifier les interactions du traitement de votre patient avec ce traitement oral. Pour les patients qui ont une forme de Covid respiratoire avec nécessite une oxygen-requérance, vous le savez depuis le début de la pandémie du Covid, c'est le premier traitement qui a montré une efficacité pour améliorer les symptômes du Covid et la mortalité, c'est la corticothérapie avec la dexaméthasone ou un équivalent, par exemple de la prénisone à 40 milligrammes par jour oral pendant 10 jours. Ce traitement par cortisone ne doit être mis que pour les patients qui ont une forme respiratoire et qui sont devenus oxygéno-requérants. Il n'a pas d'intérêt pour les formes asymptomatiques non oxygéno-requérantes.
À côté de cette prise en charge spécifique, donc antibiotiques, on a vu, antiviraux à discuter au cas par cas avec les anti-Covid ou les anti-grippaux. Il va falloir se poser la question, est-ce que mon patient doit être transféré à l'hôpital? Est-ce qu'il a des critères de sévérité qui ont été vus dans les autres capsules vidéo que nous proposons dans Paprika? Et quel est le niveau d'engagement aussi qui a été défini avec le patient ou son entourage pour savoir si un patient qui est éligible à un transfert hospitalier? En parallèle à ça, une fois qu'on a pris la décision de transférer ou pas le patient, si on doit le garder, il faut évaluer et traiter les comorbidités, évaluer la décompensation d'un diabète, par exemple, pour le prendre en charge, et rechercher aussi les complications qui sont liées à un phénomène infectieux aigu chez un patient âgé. La prévention de la maladie thromboembolique avec une HBPM en prévention, prévenir la déshydratation si besoin avec de l'hydratation qui peut être faite par voie sous-cutanée, prévenir la dénutrition avec les compléments alimentaires, l'antalgie avec le paracétamol, la prévention des escarres, la mobilisation donc de votre patient, la mise au fauteuil, tous ces éléments-là que vous connaissez très bien en gériatrie et l'oxygénothérapie qui va être discutée au cas par cas avec des objectifs qui pourront être adaptés à l'état respiratoire antérieur du patient. Donc ces éléments-là doivent être pris en charge aussi systématiquement, y compris si vous gardez votre patient à l'EHPAD. En parallèle à ça, vous allez devoir mettre en place des mesures pour éviter la survenue d'infections respiratoires. La première, ça va être de prescrire et de mettre en place des précautions respiratoires dès la suspicion d'une infection respiratoire parce que beaucoup de ces infections virales sont extrêmement contagieuses. Donc il y a des précautions spécifiques à mettre en place, qui sont les précautions respiratoires collectives, en particulier en cas de survenue d'une épidémie, à voir avec le protocole de l'établissement et, si besoin, les conseils de l'équipe mobile en hygiène. En cas de pathologie respiratoire à type de légionnelle, il n'y a pas de transmission interhumaine. Par contre, il y a des mesures environnementales à mettre en place avec les conseils, pareil, de l'équipe mobile d'hygiène. Les mesures d'hygiène individuelles vont être le bon usage, éventuellement du masque, la friction hydroalcoolique et l'hygiène bucco-dentaire qui est particulièrement importante dans la prévention des infections respiratoires, y compris des infections d'inhalation par un effet, d'inoculum qui va être diminué en cas de bonne hygiène dentaire, qui va diminuer le nombre de bactéries présentes dans la bouche et donc diminuer la charge bactérienne en cas d'inhalation. Pensez à dépister et à traiter les troubles de la déglutition en adaptant, si besoin, les traitements, les textures ou le positionnement du patient. Et la survenue d'une infection doit faire aussi poser la question de l'ordonnance du traitement et en particulier vérifier la prise de traitements sédatifs ou de traitements anticholinergiques qui peuvent altérer la déglutition de votre patient. Donc c'est l'occasion de remettre en cause un petit peu ces traitements qu'on n'aime pas trop chez nos résidents. Un autre point capital de la prévention, c'est les vaccins. Avec 2 types de vaccins, je vous ai séparé en 2. Vous avez sur la partie supérieure, c'est les vaccins qu'on va devoir faire régulièrement, soit de façon saisonnière comme la grippe, en privilégiant les vaccins chez les personnes âgées haute dose ou adjuvantées pour avoir une meilleure réponse vaccinale et le vaccin Covid qui doit être fait 2 fois par an, pour les résidents. À côté de ça, il y a d'autres vaccins qui sont disponibles, qui vont permettre d'éviter un certain nombre d'infections respiratoires. C'est le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre le VRS qui est disponible et qu'on n'a pas encore, pour lequel le prix n'a pas encore été décidé, donc on n'a pas encore facilement à disposition, qui n'est pas remboursé, mais qui vont permettre d'éviter les infections respiratoires avec des vaccinations. Pour le pneumocoque, c'est une seule vaccination. Le VRS, pour moi, c'est une vaccination. On ne sait pas combien de temps durera l'immunité. Et je vous rappelle aussi que dans le DTP, on a le DTP coqueluche maintenant, qui permet de protéger contre une infection respiratoire en plus de la diphtérie, du tétanos et de la polio, et qu'il y a aussi au calendrier vaccinal de nos patients la vaccination contre le zona qui est recommandée. Donc là, c'est une proposition pour essayer de répartir les vaccins sur l'année pour votre patient, pour ne pas qu'il ait l'impression d'avoir trop de vaccins d'un coup, en sachant que les vaccins de la partie inférieure donc, seront faits une fois et puis n'auront plus besoin ensuite d'être faits avant un certain temps. Pour les soignants, pensez aussi à vous vacciner. C'est important de prévenir les infections à la fois chez nos résidents et puis de ne pas ramener les virus non plus à la maison. Donc la vaccination contre la grippe et contre le Covid sont des éléments importants, au même titre que la vaccination DTP, coqueluche. On a plein de vaccins qui vont arriver dans les années à venir, avec des vaccins contre d'autres virus respiratoires.
comme le métapneumovirus, des vaccins combinés qui vont permettre de vacciner contre plusieurs agents infectieux en même temps. Et donc, on a pas mal de progrès à attendre de la vaccination à venir pour éviter ces infections respiratoires, source de complications, d'épidémies, de mortalité importante dans nos EHPAD. La prévention pour la grippe peut se baser aussi sur l'utilisation de l'antiviral oseltamivir, en particulier en situation épidémique, avec la possibilité de mettre en place un traitement, préventif qui peut être individuel ou collectif, avec le traitement, par exemple, de tous les résidents d'un secteur, qui permet de réduire la durée d'épidémie, mais uniquement s'il est mis en place très précocement. Chaque jour de retard va augmenter la durée de l'épidémie. Il n'y a pas d'efficacité démontrée sur le nombre d'hospitalisations de syndrome pseudo-grippaux. Donc, c'est une discussion à prendre, avec votre EMH ou l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie ou votre gériatre ou infectiologue de proximité pour voir, s'il y a un intérêt à mettre en place ce traitement-là, parce que le niveau de preuve est pas très haut, mais il a quand même un intérêt en cas d'épidémie, donc à discuter au cas par cas en fonction de la situation de votre établissement. Pour finir, quelques messages clés. Les mesures de prévention sont capitales, que ce soit les mesures d'hygiène universelle, l'hygiène bucco-dentaire, la friction hydroalcoolique ou le port du masque en cas de situation de virose respiratoire. La vaccination, qui est un élément très important pour éviter la survenue de ces épidémies de viroses respiratoires. L'importance de l'orientation diagnostique, donc de savoir si votre patient il a une infection virale pour proposer si besoin un traitement et en tout cas ne pas mettre d'antibiotiques en première intention. Si on a une suppléante d'infection bactérienne, à ce moment-là, documenter cette infection si on peut, essayer de l'étayer pour mettre en place une antibiothérapie. Cette antibiothérapie, lorsqu'elle est mise en place, elle va être assez courte, basée sur la réévaluation à 72 heures, qui est donc un élément important de la prise en charge du patient. Les antiviraux donc contre le SARS-CoV-2 et la grippe sont à discuter au cas par cas, avec une efficacité qui est, variable, plus importante pour le SARS-CoV-2 que pour la grippe, mais avec des interactions et des effets indésirables dans les 2 cas. Et pensez aussi à prendre en charge globalement votre patient. Prenez en charge les décompensations de comorbidité, pensez à bien hydrater vos patients, évitez la phlébite, mobilisez-les rapidement pour éviter les complications à la fois aiguës et la perte d'autonomie du patient suite à la virose. Je vous remercie pour votre attention et vous invite, si vous voulez aller plus loin, à consulter le site Paprika pour retrouver les documents complémentaires et les fiches d'information.